بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. نحن هنا من أجل مرافقتكم في هذه الظروف الصعبة في هذا الحجر، ولكي نشد على أيديكم، والهدف الرئيسي هو متابعة الدروس عن بعد لتمكينكم من إجراء امتحاناتكم في ظروف أقل ما يقول عنها جيدة. Bonjour mes chers élèves, donc je vais commencer directement. Je vais entamer le projet numéro 2. Pourquoi le projet numéro 2? Parce que normalement vous avez quitté les rangs des écoles le 12 mars. La plupart des élèves ont entamé et n'ont pas encore fini le projet numéro 2, qui est le texte ou bien l'étude du texte argumentatif, à part la filière langue et lettres et philosophie qui, normalement, ils ont déjà entamé le projet numéro 3, qui est le texte exhortatif ou bien l'appel. Alors, en quoi consiste le projet numéro 2? C'est prendre position dans un débat. Vous avez deux séquences dans ce projet. Donc, vous avez convaincre, persuader, concéder et refuter. Alors, l'intitulé, le grand intitulé de ce projet, il est connu. Si je dis à un élève prendre position dans un débat, donc il va se perdre un petit peu. Mais lorsque je le dis texte argumentatif, il va comprendre directement de quoi s'agit-il. Pourquoi? Parce que l'élève a cette notion en tête. Il a déjà ce texte argumentatif en tête. Il l'a étudié au CEM, il l'a étudié en première année, en deuxième année, etc. Ce texte argumentatif, il a une structure. On va parler un petit peu de la structure du texte argumentatif. On a premièrement un problème posé. Deuxièmement, donc, le point de vue de l'auteur. Troisièmement, les arguments avancés. Quatrièmement, les exemples. La conclusion. C'est pas un plan, ce n'est pas un plan invariable. Il n'est pas invariable. Il n'est pas unique. C'est un plan variable. Voilà, il n'est pas invariable. Cette structure ou bien ce plan, il est variable. Il est variable selon quoi? Selon les stratégies argumentatives. On les appelle les stratégies argumentatives. Vous avez convaincre, vous avez concédé et vous avez réfuté. C'est-à-dire, je peux trouver le problème posé, le point de vue, les arguments avancés qui sont primordiaux. Je peux ne pas trouver les exemples. Je peux ne pas trouver la conclusion. Ou bien, je peux trouver quelque chose de plus. C'est-à-dire, le problème posé, le point de vue numéro 1. Ensuite, les arguments relatifs au point de vue numéro 1. Ensuite, le point de vue numéro 2. Le point de vue numéro 2. Le point de vue, je vais vous donner un exemple, point de vue numéro 2. Les arguments relatifs au point de vue numéro 2. D'accord? Donc, il peut se diviser en deux parties. Le problème posé, point de vue numéro 1. Les arguments relatifs au point de vue numéro 1. Je trouve une conclusion, ce qu'on appelle la conclusion partielle. Partielle, ça vient du mot partie, c'est-à-dire la conclusion de la première partie. Je passe au point de vue numéro 2, les arguments relatifs au point de vue numéro 2, et ensuite la conclusion partielle relative à la deuxième partie. Conclusion partielle numéro 2. Entre la première partie et la deuxième partie, je trouve donc ce qu'on appelle une transition. La transition. C'est quoi la transition? La transition, c'est ce qui nous permet le passage. Ce qui nous permet le passage du point de vue 1 au point de vue 2. Et je vais vous donner un exemple. Prenez vos livres à la page 81. Prenez vos livres à la page 81. Prenez vos livres à la page 81. Vous avez le texte. Faut-il dire la vérité aux malades? C'est un texte très ancien, c'est un texte que la plupart des élèves ont étudié, c'est un texte que la plupart des professeurs ont entamé. Pourquoi? Parce que ce texte-là répond à ce que nous disons. Regardez bien ce texte, il répond à cette dernière structure que nous avons expliquée, c'est-à-dire qu'il y a
a deux points de vue. On a deux points de vue. Vous suivez sur vos livres, s'il vous plaît. Vous avez donc, premièrement, le titre qui est posé sous forme d'une question interrogative. Donc, faut-il dire la vérité au malade? Je suppose deux réponses. Oui, non. Là, je comprends qu'il y a deux points de vue. Le médecin doit-il ou ne pas dire la vérité au malade? Vous voyez? Doit-il ou non révéler au malade le nom de sa maladie? D'accord? Vieux débat, ce que nous avons dit, vieux débat sans cesse repris, quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité. Dans la première partie, vous avez du mot cancer jusqu'à parfaitement inutile. Je vous laisse le soin après de lire le texte et de l'analyser, c'est-à-dire à tête reposée. Ensuite, vous avez pourtant, vous avez le mot pourtant. Pourtant qui est un articulateur, comme nous le savons tous, un articulateur qui exprime l'opposition. Lorsque je trouve cet articulateur qui exprime l'opposition, ça veut dire que l'auteur va passer au point de vue numéro 2 et c'est là que réside ce que nous avons appelé tout à l'heure la transition. Le passage du point de vue 1 au point de vue 2. Le passage de la thèse à l'antithèse. D'accord? Ensuite, vous avez donc la deuxième partie. Pourtant, c'est sa maladie. Ensuite, l'auteur, il explique le deuxième point de vue. À la fin, donc, vous avez soit une conclusion partielle, soit une conclusion générale, etc. Ça, numéro 1. Alors, je vais vous expliquer. La première stratégie, c'est convaincre. Convaincre d'un point de vue. Mais là, qu'est-ce que vous allez dire? La question que vous allez poser. Dans ce texte, on a deux points de vue. Et l'auteur, normalement, il est censé de nous convaincre et de nous persuader de son point de vue. Comment là, il est en train de donner deux points de vue? Oui, certes, l'auteur, il donne deux points de vue pour la vérité et contre la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? L'auteur, il expose. Il n'exprime pas. Il expose deux points de vue concernant un thème bien précis qui est dire la vérité au malade. Mais cela n'empêche pas le penchement de l'auteur vers un point de vue, vers un point de vue dans le texte, que ce soit le point de vue pour ou bien le point de vue contre. Alors lorsque vous trouvez un texte, ne vous étonnez pas lorsque vous êtes en face d'un texte argumentatif où il y a deux points de vue concernant un problème posé. On peut le trouver, c'est pas faux, c'est juste, l'auteur il expose deux points de vue, mais il donne son point de vue, donc il est soit de ce camp, mais d'une manière, la plupart du temps, implicite à travers un vocabulaire significatif, etc. D'accord? Donc, deuxièmement, oui, il peut donc employer, regardez, comment je peux comprendre les deux points de vue. Là, donc, c'est exprimé clairement dans ce texte. Dans d'autres textes, comme par exemple, je cite l'exemple d'un texte que j'ai vu, un texte sur la lecture, où l'auteur, il parle des gens qui sont pour le livre et des gens qui sont contre le livre. En commençant son texte, il a dit les amateurs de la lecture. Les amateurs, c'est-à-dire, ce sont les gens qui sont pour la lecture. Ensuite, donc, il passe dans le deuxième point de vue, il dit ceux qui n'aiment pas le livre prétendent, etc., etc., etc. Donc, attention au lexique. Attention au lexique. Et le texte argumentatif, donc, il est connu, il est donc le lexique spécial pour ce genre de texte, c'est le lexique de l'accord et du désaccord. Lorsque je dis pour, c'est d'accord. Lorsque je dis contre, c'est le désaccord. Lorsque je dis les gens qui n'aiment pas le livre, c'est-à-dire qui n'aiment pas, c'est une négation, c'est-à-dire les gens qui sont contre. Les amateurs, donc le mot amateur, c'est un vocabulaire amélioratif. Les amateurs, ce sont les gens qui aiment le livre. Donc il faut faire attention, lorsque vous rencontrez un texte argumentatif, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a un seul point de vue ou bien est-ce qu'il y a deux points de vue? Parce que les questions, ce sont des questions de compréhension. Les questions que vous rencontrez à l'examen, ce sont des questions de compréhension qui se basent sur la compréhension du texte. Et on va vous poser des questions
qui vont de pair avec ce que l'auteur a exprimé, un seul point de vue, deux points de vue, etc. Ça, c'est une première stratégie. On va passer donc à la deuxième et la troisième stratégie. On va passer à la concession et la refutation. La concession et la refutation, ce sont deux stratégies argumentatives qui sont différentes l'une de l'autre. Le texte, il est là, c'est un texte argumentatif, on est d'accord. Mais la façon de traiter la chose, elle est différente. Et ce n'est pas autre que convaincre. C'est convaincre, mais d'une autre manière. Convaincre de son point de vue, il y a toujours le point de vue, il y a toujours le problème posé, mais la stratégie est différente. Qu'est-ce que ça veut dire, la concession? La concession, c'est une stratégie argumentative où l'auteur exprime son point de vue, mais différent. Comment? Il y a le point de vue de l'autre. Toujours dans le texte argumentatif, il y a le point de vue de l'autre. Et là, je reviens donc sur le mot débat. Je ne peux pas écrire un texte argumentatif s'il n'y a pas donc le point de vue ou bien une opposition de la part de l'autre. Donc la concession, c'est quoi? La concession, c'est admettre que le point de vue de l'autre est juste. Accepter le point de vue de l'autre, mais en même temps être contre ce point de vue. Donc, s'opposer violemment, si vous voulez, à ce point de vue. Et je vous rappelle, je reviens un petit peu sur le programme de la deuxième année. Donc, c'est pourquoi je dis toujours les programmes scolaires, c'est un prolongement. Vous suivez. Donc, en deuxième année, vous avez vu le plaidoyer et le réquisitoire. Donc, le plaidoyer et le réquisitoire, ils sont en relation avec ces stratégies. Ce sont des stratégies, mais donc ce sont les suites, sont des suites lointaines de ce que vous étudiez ce sont des suites lointaines de ce que vous étudiez en terminale. Alors, je parle de la concession, je dis donc c'est accepter, c'est admettre le point de vue de l'autre, pour donc donner un point de vue différent, pour exprimer votre point de vue qui est tout à fait différent, et en présentant des arguments plus forts. Je vais vous rappeler un texte. Le texte donc connu par tout le monde, le texte de Jean-Jacques Rousseau. Le texte de Madame de Franqueuil et de Jean-Jacques Rousseau. Dans ce texte-là, qui est présenté sous forme d'une lettre. Pourquoi j'ai choisi la lettre? Parce que vous pouvez tomber sur un texte argumentatif qui est une lettre. Vous pouvez tomber sur un texte argumentatif qui est un dialogue. Donc, le type de document n'a rien à voir avec le type de texte. D'accord? Une lettre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un texte argumentatif. Un dialogue, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un texte argumentatif. Donc, le texte argumentatif, on le présente de différentes manières. Ici, par exemple, vous avez donc la lettre de Madame de Franqueuil, écrite par Jean-Jacques Rousseau, où il concède. Jean-Jacques Rousseau, il concède. Qu'est-ce qu'il concède? Donc, il y a le problème posé, c'est quoi? Vous l'avez vu dans la classe. Le problème posé, c'est que Jean-Jacques Rousseau, il a abandonné ses enfants. Il a 5 enfants, il les a abandonnés. La réponse de Jean-Jacques Rousseau à Madame de Franqueuil, qui lui reproche, qui le blâme d'avoir fait, ou bien d'avoir commis cette erreur, donc je dis que la lettre de Jean-Jacques Rousseau est une réponse à Madame de Franqueuil qui le blâme, Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Jacques Rousseau? Il reconnaît l'abandon de ses enfants. Il reconnaît, il admet. Nous avons dit tout à l'heure, c'est admettre, c'est accepter. Il admet, il accepte, il répond par oui, il reconnaît son acte, mais il donne des arguments à Madame de Franqueuil, des arguments qui sont plus forts, des arguments qui sont convaincants. Convaincant, et je reviens sur convaincre, c'est toujours convaincre. Le but d'un texte argumentatif, c'est toujours convaincre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Jacques Rousseau? Oui, madame, c'est-à-dire, je reconnais, j'admets, oui, madame, j'ai mis mes enfants aux enfants trouvés,
Mais ensuite, il a donné beaucoup d'arguments et il a donné des arguments convaincants. C'est ça la concession. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous avez quelqu'un, je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans le livre. Quelqu'un, par exemple, qui est contre l'achat des ordinateurs, l'achat massif des ordinateurs, et il expose le problème. Donc, un autre, il va lui répondre, tout en concédant, il va lui répondre, oui, certes, l'achat massif des ordinateurs n'est une bonne affaire que pour les marchands, mais, nous revenons dans les cours, donc, le cours numéro 2 et numéro 3 sur la grammaire du texte argumentatif qui est très importante, la fonction référentielle du langage. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre un texte, je ne peux pas analyser un texte sans sa grammaire, la fonction référentielle du langage. Maintenant, on va partir à la réfutation. C'est quoi la réfutation? Nous avons vu la concession, c'est admettre le point de vue de l'autre et s'opposer et donner des arguments plus forts. La réfutation, c'est quoi? La réfutation, c'est le contraire de la concession. La réfutation, c'est rejeter, c'est refuser, ne pas admettre, ne pas accepter le point de vue de l'autre. D'accord? Et elle se présente de différentes manières. Donc, je peux employer des mots clairs. Je refuse ce que tu avances comme argument. Ton point de vue n'est pas juste. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'accepte pas de condamner ceci et cela. Dans la réfutation, les mots et les expressions sont clairs. Celui qui refute, donc, il est clair dans sa position. Ou bien sa position, elle est très claire. Mais attention, il y a d'autres façons de refuter, comme par exemple l'a fait Voltaire dans sa réponse à Jean-Jacques Rousseau dans le texte « La propriété facteur d'inégalité, réponse à Rousseau ». Il y a les lettres, et les lettres sont connues. Les gens de la littérature donc connaissent bien les lettres de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Rousseau, il est d'un camp, Voltaire, il est d'un autre. Donc Rousseau, il est contre la propriété privée, il écrit un texte. Voltaire, il répond à ce texte-là, il répond à Rousseau et il lui dit « Vous avez tort, la propriété privée est bonne, etc. » Mais quelle stratégie ou bien quelle stratégie il a suivi Voltaire en répondant à Rousseau? Il a suivi donc les insultes et l'ironie. Les insultes et l'ironie. Insulter quelqu'un, c'est une manière de lui dire « Je suis contre toi ». L'ironie, c'est grave. L'ironie, donc, c'est faire entendre ce que nous ne pensons pas, faire entendre le contraire de ce que nous pensons. C'est-à-dire, nous disons une chose, mais à l'intérieur de nous, nous pensons une autre chose. Je vais revenir sur ce texte-là, je vais revenir sur le texte de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Prenez vos livres à la page 109. Prenez vos livres à la page 109. Prenez vos livres à la page 109 et vous allez voir. Vous allez voir donc le nombre donc de mots ou bien d'expressions qui touchent